Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Challenge. Alors, le gaz de schiste peut-il venir à la rescousse des finances publiques? Le Premier ministre vient de remettre la question à l'ordre du jour, non sans déclencher, comme il y a quelques années, des réactions virulentes. Mais qu'en est-il au juste? Et si on écoutait les experts pétroliers pour nous dire, loin de tout intérêt politique ou pécunier, ce qu'il en est réellement? L'émission est intitulée « Gaz de schiste, faut-il ou non y aller ?» Et pour en parler, je reçois le docteur Mohamed Saïd Berroul. Vous êtes expert consultant en énergie oil and gas. Vous êtes l'ancien directeur à la division exploration de Sonatrach et vous avez été à la tête d'une filiale de Sonatrach. Quant à vous, le docteur Bardad Mandouche, vous êtes expert pétrolier aujourd'hui, ancien PDG également d'une filiale Sonatrach. Messieurs, j'ai tenu à vous inviter parce que j'adore clarifier les choses, mais je voulais que ce débat soit technique, mais sans qu'il soit trop technique pour que les gens comprennent bien. Mais en même temps, je voudrais d'abord m'assurer que vous n'avez pas vous n'êtes pas dans des officines politiques l'un ou l'autre, que vous êtes des purs techniciens, que vous avez fait ça toute votre vie. Et aujourd'hui, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce débat. A-t-on pour les uns raison d'avoir peur? A-t-on pour les autres raison de se lancer dans l'aventure du gaz de schiste? Alors, je commence par vous, Monsieur Mandouche. Merci de l'invitation. Je vous en prie. De toute manière, je vous clarifie, je ne suis dans aucun parti politique, ni sympathisant d'aucun parti politique, ni d'association en dehors de l'association des ingénieurs d'État diplômés. Vous auriez le droit d'être dans un parti politique, mais je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Et le débat, à mon sens, on est là, comme vous l'avez si bien dit, pour un débat technique sans trop rentrer dans la technique, parce qu'on ne s'adresse pas à des ingénieurs ou techniciens pétroliers, mais on s'adresse à un large public. Et on va essayer, mon ami Saïd et moi-même, d'essayer, en un langage assez simple, de clarifier ce que c'est. Pour ma part, je dirais que, comme l'a dit M. Yahya, les gaz de schiste, en fait, on dit gaz de schiste, mais en fait, on devrait parler de pétrole et gaz de schiste. Parce qu'on n'extrait pas que des gaz de schiste, on extrait également du pétrole de schiste. Ce n'est pas les portes, comme il a dit, les portes de l'enfer, mais je dirais aussi, ce n'est pas aussi les portes du paradis. Parce Qui a dit que c'était les portes de l'enfer? Non, le Premier ministre a dit ce n'est pas les gaz de schiste, ce n'est pas les portes de l'enfer. Moi, je rajouterai que ce n'est pas non plus les portes du paradis, parce que dans toute activité, dans l'industrie pétrolière conventionnelle, elle est polluante. Donc il n'y a jamais le risque zéro dans toute l'industrie en général et en particulier dans l'industrie pétrolière. Donc voilà pour ce qui est du risque éventuel. D'autres pays nous ont déjà devancé. On aura le temps de dire lesquels, combien de puits ont été forés. Et à mon sens, quand on parle de pétrole et gaz de schiste, il y a un aspect stratégique, il y a un aspect technique et il y a un aspect économique. Et donc l'aspect stratégique, c'est une question qui est prise en charge par les décideurs d'un pays sur la base d'un certain nombre de données lesquelles données sont fournies par un ministère de l'énergie, pour notre cas la Sonatrach, des experts qui soient indépendants ou en fonction, compte tenu que l'indépendance énergétique est une question de souveraineté et chaque pays doit avoir une vision stratégique et doit avoir une perspective de manière à être indépendant sur le plan énergétique et aussi assurer pour les générations futures l'indépendance énergétique du pays. D'accord. Alors, M. Berroul, pourquoi y a-t-il débat aujourd'hui? Est-ce que le débat a raison d'être là ou est-ce qu'il a sa raison d'être? Voilà, c'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce qu'on doit se poser des questions ou est-ce qu'il n'y a pas photo? Vous savez où aller, vous? Comme tout le monde, hein. Tout le monde sait où aller parce que, bon, le débat, c'est pas nouveau. Ça a commencé déjà il y a des années, vous l'avez dit, 2012, 2013, 2014. Donc il y a eu en janvier 2015, je crois, le président de la République qui a gelé les travaux.
Donc il y a une petite silence de 2-3 ans. Maintenant, M. Yahya prend le dossier. Automatiquement, il y aura débat. On peut dire qu'il y a schiste 1, schiste 2. Ce sont des affaires schiste 1, schiste 2, donc automatiquement, il y a Mais débat. le débat est le même, n'a pas changé. Oui, c'est le même. Ça dit ce qu'on a dit il y a 2-3 ans, on le dit aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Tout le monde est d'accord que le gaz de schiste, comme dit M. Mandouche, le gaz de schiste, le pétrole de schiste, c'est le choix d'un gouvernement, c'est le choix d'un ministre, d'un premier ministre. Donc, il a des raisons. Je ne dis pas qu'il a raison, il a des raisons pour dire, par exemple, on va aller vers le gaz de schiste ou bien le pétrole de schiste, parce qu'il a des raisons qui sont donc claires. Tout le monde sait que l'Algérie, par exemple, qui avait il y a quelques années 16% de marché en Europe, maintenant on n'a que 8%. Donc on n'a pas à ignorer ça. Nous avons aussi un problème de production. La production nationale chute en gaz. On produisait 154 milliards de mètres cubes il y a 10 ans. Aujourd'hui, on produit 130. On exportait presque 60. Aujourd'hui, on exporte moins de 50. Pardon. En interne, on consomme de plus en plus. On a un taux de croissance de consommation qui va entre 5 et 6%. Bon, et tout ça, le problème, c'est qu'il y a des réserves qui chutent aussi. Des réserves nationales qui sont en chute. Donc le président de la République ou bien le Premier ministre, il s'est basé sur ça pour dire, voilà, nous devons trouver une solution. Aller vers les gaz de schiste. Ça, c'est un peu ce que s'est passé donc, depuis 30 ans. D'accord. Est-ce que c'est dangereux aujourd'hui d'aller sur le schiste? Juste, je voudrais encore qu'on reclarifie. On parle beaucoup de gaz de schiste, qui est parfois du pétrole de schiste. En tout cas, dans les médias, on voit plus le gaz que le pétrole. Alors, expliquez-moi, est-ce qu'il s'agit plus de gaz, plus de pétrole, et où est l'intérêt majeur sur le pétrole, sur le gaz? Bon, chez nous, on parle surtout de gaz de schiste, tout simplement. Bon, on ne va pas aller dans les techniques, parce que c'est de la géologie. Parce que nos bassins, ils sont, entre guillemets, généralement dans une fenêtre à gaz. Sur le plan géologique, on dit que le tel bassin, il est à fenêtre à gaz et l'autre, il est à fenêtre à huile. Chez nous, par exemple, dans les bassins ouest algériens, Timimoun, Reguin et Salah, ce sont des bassins qui sont à fenêtre à gaz. Donc, automatiquement, il y a beaucoup de gaz là-bas par rapport à l'est. À l'est, nous avons Ilizi, Berkin, la zone, elle est à fenêtre à gaz et à huile. Donc, s'il y a des schistes à gaz, c'est beaucoup plus à l'ouest. Maintenant, s'il y a des schistes à pétrole, c'est à l'est. Ah, d'accord, voilà. Il y a du régionalisme aussi, évidemment, dans ces choses-là. Et ce qui coûte le plus cher, c'est le pétrole, c'est l'huile. Le prix. Oui, le prix. Sur le prix, c'est l'huile. D'accord. Et en termes de quantité, on a plus de quantité en huile ou plus de quantité en gaz? En gaz. Non, c'est en gaz. En gaz, bon. Je vous dis les chiffres. En gaz par rapport au prix, enfin en quantité par rapport au prix, c'est ça que je veux dire. Évidemment. Donc vous voulez dire la marge. Évidemment que le volume de gaz est plus important, mais voilà par rapport à la marge bénéficiaire, qu'est-ce qui rapporterait le plus? C'est le gaz ou c'est le pétrole? Non, c'est l'huile. Enfin, c'est le pétrole. Nous, dans le jargon pétrolier, on dit l'huile. Oui. La marge bénéficiaire pour l'huile, pour le liquide, c'est-à-dire pour le pétrole, on gagne beaucoup plus quand on vend du pétrole, quand on vend du gaz. Seulement, le gaz, la marge bénéficiaire, elle est très faible, mais les quantités sont plus importantes. Donc, je rajouterai un peu ce qu'a dit notre ami Saïd. Les données actuelles sont pour le gaz. La consommation de 2016, les chiffres que donne le gaz, c'est 38 milliards de mètres cubes en consommation interne. Toutes les études qui ont été faites, si on continue à ce rythme de consommation, parce qu'on a parlé souvent de changer de modèle de consommation, malheureusement, rien n'a été fait pour qu'il y ait ce changement de modèle de consommation. Et si on continue à ce rythme, d'ici à 2030, bon, le ministre de l'Énergie a dit 2023-2024, moi je ne suis pas de son avis, je pense que les études sérieuses qui ont été faites, c'est jusqu'à 2030, on continue à ce rythme, il ne nous restera rien à exporter. Donc comme l'a si bien dit Saïd, on produit 130 milliards de mètres cubes. De là, il faut 30 à 35% qu'il faut réinjecter. Donc, déduire la consommation intérieure et ce qui reste, il est à l'exportation. Donc, la question cruciale qui se pose, c'est que d'ici à 2040, si on continue à ce rythme et si on n'a pas d'autres découvertes en conventionnel, ce qui est certain, c'est qu'en conventionnel, on ne va pas découvrir des gisements tels que Hasirmel, qui est l'un des plus grands gisements du monde, compte tenu que les techniques d'exploration sont de plus en plus
évoluer en termes technologiques, de plus en plus cher. Et ce qu'on est en train de découvrir depuis une dizaine d'années, ce sont de petits gisements, de faibles réserves. Donc, ils ne vont en aucun cas compenser les réserves de pétrole du grand champ de Hassim Saoud et les réserves de gaz du grand champ de Hasirman. Donc, ces deux grands champs sont vieillissants, sont en train de décliner en termes de production depuis 2006 jusqu'à fin 2015. Et en 2016, il y a eu une légère augmentation de la production qui est due à une augmentation du gaz par la mise en exploitation de petits gisements autour d'Adrar, pas d'Adrar, et un nouveau champ un nouveau gisement qui s'appelle Merkel. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays? Si on tient compte, par exemple, aux États-Unis, qui sont les précurseurs en la matière, le premier puits de gaz de schiste a été fait en 1929, donc qui a été un puits expérimental. Malheureusement, à cette époque, il n'y avait pas une technique de fracturation hydraulique. Elle était chère. Donc, le premier puits commercial, quand je dis puits commercial, cela veut dire qui a utilisé une technique qui a extrait de quantités de gaz où le million de mètres cubes, la compagnie qui a extrait ça, a gagné de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi de découverte commerciale. On peut découvrir un gisement, mais si les quantités sont faibles, on ne parle pas de découverte commerciale. Très bien. Donc, à partir de 2000 jusqu'à présent, jusqu'à fin 2016, aux États-Unis, il y a eu plus de 110 000 puits de pétrole, de schiste et de gaz de schiste. Il est vrai que sur certains gisements, sur certains puits, il y a eu quelques problèmes en matière de fuite de gaz et également quelques problèmes de contamination de l'eau. Je précise qu'aux États-Unis, les forages de pétrole de schiste et de gaz de schiste se font dans des zones en général habitées, où il y a soit des populations, soit de l'agriculture. Les 7 bassins que nous avons en Algérie, Lahnat, Timimoun, Reggan, Hassiberkin, Mouidir, etc., ne sont pas habités et il n'y a pas d'agriculture. En termes de nappe phréatique, aux États-Unis, et par rapport à cette nappe, c'est comparable? Non, pas du tout. D'accord. D'abord, chaque pays, il a une géologie qui n'est pas semblable à la géologie d'un autre pays. Il peut y avoir des ressemblances, mais il peut y avoir des différences. Donc, aux États-Unis, il n'y a pas une nappe albienne, comme chez nous. Oui. Cette nappe qui renferme, selon les études qui ont été faites, entre 45 000 milliards de mètres cubes et 50 000 milliards de mètres cubes. D'accord. Non, ce que je veux vous dire, c'est que si on pollue dans des zones habitées aux États-Unis, mais en termes de nappe, ça a peut-être moins de conséquences que dans notre sud, qui n'est pas habité, ne pollue pas, qui est peu habité. Que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Oui. Il n'y a pas que les États-Unis qui ont fait des forages. Non, mais bon, je voulais prendre il y a l'Argentine, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a la Pologne, il y a l'Arabie Saoudite, l'Allemagne, l'Angleterre, par exemple. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter un puits en phase d'exploration en Angleterre. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez signifier par là? Que c'est... Il n'y a pas une pollution. Chaque puits pollue. Il y a un risque. Il y a un risque, d'accord. Mais sur n'importe quel chantier de forage, vous avez un ingénieur HSE qui est spécialisé. Ça veut dire que c'est un ingénieur qui a une formation, il est Bac plus 5, il a une formation spécialisée en santé, sécurité et environnement. Donc il prend les mesures nécessaires pour ne pas impacter la santé de la population, des plantes et également de l'environnement. Très bien. Mais ceci dit, il n'y a jamais de risque zéro, ça c'est clair. D'accord, je ne veux pas dire qu'il n'y a aucun risque. Est-ce qu'il y a déjà eu des risques graves? À ma connaissance, les puits qui ont été forés aux États-Unis, le pourcentage est très faible. Il est inférieur à 0,5% par rapport. Je vous cite un cas, par exemple. En conventionnel, il faut croire que les puits en conventionnel ne comportent aucun risque. Il y a eu un puits il y a une trentaine d'années à côté de Haoud Berkaoui où il y a eu un problème, il y a eu de l'eau, il y a un petit cratère. Mais ça, ce risque-là, il est ce qu'on appelle, il relève de ce qu'appellent les ingénieurs HSE, le risque maîtrisable. Est-ce qu'on a la capacité de maîtriser par la suite, de prendre les mesures curatives
Parce qu'au début, l'ingénieur HSE, il élabore un certain nombre de mesures préventives pour éviter qu'il y ait une pollution immense. Ce tableau où le danger n'apparaît pas à travers vos propos. Enfin, il y a un risque, mais d'après ce qu'on a pu voir jusque-là, il n'y a pas eu d'événement majeur. D'accord. Alors, on va vous écouter, Monsieur Berrault. Je voudrais vous écouter, vous aussi, sur ce point-là. Mais le temps d'écouter, de marquer une pause et de voir cette publicité. Entreprises et particuliers, vous vous posez des questions sur la meilleure façon de couvrir vos biens? Ne cherchez plus. Cash Assurance vous assure un traitement personnalisé, efficace et à des prix concurrentiels. N'hésitez pas, des professionnels sont à votre écoute. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur le site www.cash-assurance.dz. Cash Assurance, votre confiance et notre réussite. Voilà, retour sur le plateau avec cette pub de la Cash qui pourrait avoir beaucoup de travail ici avec le gaz de schiste. Alors, Monsieur Berrault, voilà, vous avez écouté Monsieur Mandouche. Est-ce que, bon, il a l'air de nous dire tout va bien. Enfin, il n'y a pas de choses majeures, il y a des risques en toute chose, dans le conventionnel, dans le non conventionnel. Alors j'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, je suis d'accord sur ça. Aux États-Unis et au Canada, il y a eu des petits problèmes, étant donné que les agglomérations sont plus ou moins peuplées par rapport au sud. Il y a eu des puits qui étaient foirés devant les fermes. Il y avait beaucoup de problèmes sur les troupeaux de moutons, les vaches qui mouraient, etc. Ils buvaient de l'eau. Ça, c'est sûr, il y a des petits problèmes. Mais seulement, chez nous, par exemple, sur le plan géologique, la nappe, elle est à 2000 mètres, à 3000 mètres de la roche des schistes. Donc, entre la nappe et la roche, il y a ce qu'on appelle des argiles imperméables. Donc, c'est des argiles imperméables et des sels massifs très épais, de telle façon que la fracturation ne monte pas. Donc, le sel, géologiquement parlant, le sel, c'est un amortisseur de fracture. Même si vous fracturez en bas, le sel ne peut pas se fracturer. Donc, automatiquement, il n'y a pas de risque à ce que, disons, la roche-mère, les produits qu'on injecte puissent monter jusqu'à l'albien. Impossible. Si ça monte, c'est à travers le puits, et non pas à travers l'environnement géologique. Le puits, oui, le puits représente un danger, parce que c'est le seul contact physique entre la nappe albienne et la roche-mère. Si maintenant le puits, il est bien cimenté, bon, il peut tenir 10, 15, 20 ans, mais quel que soit X, statistiquement à travers le monde, quel que soit X, le puits vieillit. Le ciment craque, le tubage va être corrodé, et plus tard, 15, 20 ans, officiellement, donc c'est des trucs qui sont prouvés, donc il y aura des fuites. Il y aura des fuites. Exactement. Ouais. Mais avec des quantités en fonction du nombre de forages. Les États-Unis, ils ont foré donc des centaines de milliers de puits, donc ils sont espacés les uns par rapport aux autres de 400 mètres, donc c'est des forêts de puits, et chaque puits, il est donc fraqué 1 ou 2 fois ou 4 fois. C'est ce qu'on appelle la refraque. On fraque un puits, les fractures se referment, on refraque, etc. Il y a des endroits où on fraque 6-7 fois. Donc automatiquement, étant donné que les puits sont rapprochés les uns par rapport aux autres, donc une zone de fracturation, ça va s'affaisser. C'est ce qu'on appelle le sismique, disons, secondaire. C'est pour ça qu'on dit aux États-Unis, il y a des sismicités liées au frac. C'est sûr. Mais chez nous, le Sahara algérien, les bassins, ils font 2 millions de kilomètres carrés. On ne va pas s'amuser à forer tout le Sahara algérien. Je pense que le risque est moindre du plan géologique. Sur le plan géologique, il est moindre. Parce qu'il faut vraiment que la fracturation que vous allez faire monte. D'accord. Donc, sur le plan technique, vous dites, on peut y aller en termes de contamination. Bon, il faudra faire attention aux puits, peut-être les changer régulièrement. Est-ce que, donc, pour vous, sur ce plan-là, ça peut fonctionner? C'est-à-dire en termes de pollution, on peut s'aventurer. D'accord? Oui, on peut. Il faut faire des puits avec le maximum de sécurité, parce que les puits, ça je le répète, le puits, quel que soit X, le puits viendra un jour où il fuit. D'accord. Il vieillit. Ouais. Il vieillit avec le temps, le ciment craque, le tubage va se fissurer et ça monte.
Alors malheureusement, on m'annonce qu'il reste 1 minute. Je sais, c'est trop court, mais je veux vous dire, il y a 2 inquiétudes sur cette affaire. L'inquiétude en termes environnemental, en termes sanitaires aussi, par la suite, et puis en termes financiers. Est-ce qu'il y a une réelle rentabilité en termes financiers de s'aventurer dans ces choses-là par rapport à l'investissement qu'il faudra consentir voilà. En termes de... Et rapidement, s'il vous plaît, je suis désolé. D'accord. En termes de santé, on l'a dit, les 7 bassins en Algérie sont des zones qui ne sont pas habitées, où il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de troupeaux, il n'y a rien. Donc, ce danger est écarté. En termes d'impact sur l'environnement, je vous l'ai dit tout à l'heure, les ingénieurs HSE qui sont sur les chantiers, ils prennent des mesures pour que l'impact sur l'environnement soit le plus faible possible. Je précise oui, que ils prennent des mesures, mais moi je veux savoir si... Moi je ne peux pas, avec le temps qui est imparti, rentrer dans les considérations de temps pour expliquer qu'est-ce que doit faire l'ingénieur HSE. Maintenant, si on se base sur l'expérience, on a d'autres pays qui nous ont devancés. D'accord, la cimentation après un certain nombre d'années, 20, 25 ans, etc. Mais de plus en plus, la cimentation est de plus en plus fiable. D'accord. Bon, je précise que la cimentation, le ciment qui est utilisé, ce n'est pas le ciment qui est utilisé dans le bâtiment. C'est un ciment spécial. Et il y a des ingénieurs qui font des opérations de cimentation. La rentabilité, au départ, dans les années 2000, aux États-Unis, une étude qui a été faite par le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, c'était autour de $10, le million de BTU. Entre-temps, la fracturation, toute la logistique, qui est parce qu'une bonne partie pour les gaz et pétrole de schiste, c'est la logistique. Et on regarde les prix du marché aussi, du marché pétrolier. Cela a baissé. Et les 2 dernières années, 2015-2016, ça varie entre 3 et $8 le million de BTU. Ça dépend de la région où on fait le forage. En ce qui concerne l'Algérie, là, il y a une structure spécialisée de Sonatrach qui fera les calculs de manière à ce que l'extraction soit rentable. Sur la rentabilité, rapidement, monsieur... Bon, la rentabilité, je crois qu'en Algérie, c'est un peu trop tôt pour dire rentable, tout simplement parce que, sans aller dans le détail, les calculs que j'ai fait personnellement montrent à peu près que pour récupérer un TCF de gaz, un TCF c'est 28 milliards de mètres cubes, il faut forer 500 puits. C'est ça, c'est certain. 500 puits à raison de 20 millions de dollars le puits, c'est à peu près, disons, par exemple, l'équivalent de forer 20 puits en conventionnel. Ou 30 puits. 500 puits pour avoir 28 milliards de mètres cubes. 500 puits multipliés par 20 millions, ça fait, disons, 10 milliards de dollars pour avoir un TCF. Si vous vendez le TCF, combien vous allez récupérer? Moi, je ne dis pas $10 le million BTU, je dis 5, c'est le prix spot. Le prix spot, c'est entre 3 et 5. Vous allez récupérer même pas 20% de votre investissement. Ça résume tout. Ce n'est pas rentable. Donc, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas rentable. Messieurs, je vous remercie. Et Merci. Voilà. Donc j'espère qu'on aura réussi à jeter un petit éclairage supplémentaire sur ce débat sur le schiste, un débat qui est loin d'être terminé. Je vous dis bonne soirée et à samedi prochain.